Imaginez, vous avez 24 ans, vous avez un emploi, des amis, une vie relativement normale. Puis, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi, quelque chose change. Vos proches remarquent que vous n'êtes plus tout à fait la même personne. Vous semblez nerveuse, préoccupée, comme si quelque chose occupait constamment vos pensées. Et lorsque les gens vous demandent ce qui ne va pas, vous répondez seulement « J'ai vu quelque chose que je n'aurais jamais dû voir ». Mais vous refusez d'expliquer davantage. Quelques semaines plus tard, vous disparaissez, sans laisser aucune trace. Depuis près de 20 ans, cette phrase continue de hanter les enquêteurs. Parce qu'une question demeure. Qu'a réellement vu Marilyn Bergeron? Et si la réponse à cette question expliquait sa disparition? Bienvenue dans Archives Noires. Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des mystères les plus troublants de l'histoire récente du Québec, la disparition de Marilyn Bergeron. Avant de parler de sa disparition, il faut comprendre qui était Marilyn Bergeron. Parce que lorsqu'une personne disparaît, les enquêteurs commencent toujours par la même question. Pourquoi? Pourquoi cette personne? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi dans ces circonstances? Marilyn Bergeron est née en 1983. Selon les témoignages de ses proches, elle est décrite comme une jeune femme souriante, intelligente et indépendante. Elle aime voyager, elle entretient une bonne relation avec sa famille, elle possède des amis proches, bref, rien ne semble la distinguer de milliers d'autres jeunes québécoises de son âge. À cette époque, Marilyn vit à Montréal. Elle travaille, elle construit sa vie. Et rien ne laisse croire qu'elle deviendra un jour le centre d'une des plus grandes énigmes criminelles du Québec. Pourtant, en 2007, quelque chose semble changer. Et c'est ici que l'histoire devient étrange. À l'automne 2007, plusieurs personnes remarquent que Marilyn ne semble plus tout à fait elle-même. Selon différents témoignages reportés dans les médias au fil des années, elle paraît plus inquiète, plus anxieuse et plus méfiante. Certaines personnes affirment qu'elle semble constamment sur ses gardes, comme si elle craignait quelque chose ou quelqu'un. Mais le problème, c'est que personne ne sait exactement ce qui provoque cette peur. Marilyn ne donne jamais d'explication claire. Elle laisse seulement entendre qu'un événement l'aurait profondément marqué. Quelque chose qui se serait produit à Montréal. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Et encore aujourd'hui, personne ne sait ce qu'elle voulait dire. Puis survient un événement qui attire l'attention des enquêteurs. Marilyn quitte Montréal. Elle retourne vivre chez ses parents à Québec. À première vue, cela peut sembler banal. Beaucoup de jeunes adultes retournent temporairement vivre chez leurs parents. Mais dans le contexte de cette affaire, ce détail prend une autre dimension. Pourquoi ressent-elle le besoin de quitter Montréal? Pourquoi retourner vivre chez ses parents après plusieurs années d'autonomie? Cherche-t-elle simplement du soutien ou cherche-t-elle à se sentir en sécurité? Selon ses proches, Marilyn semble plus calme une fois revenue à Québec. Mais cette amélioration ne dure pas. Rapidement, ses inquiétudes reviennent. Et certaines conversations deviennent particulièrement troublantes. Avec le temps, Marilyn laisse échapper quelques confidences. Jamais très précises, jamais très longues, mais suffisamment inquiétantes pour marquer ceux qui les entendent. Elle affirme avoir vu quelque chose qui l'aurait profondément bouleversée, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. Imaginez un instant être à la place de ses parents. Votre fille semble sincèrement effrayée. Elle affirme avoir vécu quelque chose de grave, mais lorsqu'on lui demande ce qu'il s'est passé, elle refuse d'en parler. Est-ce parce qu'elle a peur? Est-ce parce qu'elle veut protéger quelqu'un? Ou est-ce parce qu'elle craint des conséquences de ce qu'elle a vu? À ce stade, personne ne le sait. Mais cette phrase deviendra l'un des éléments les plus mystérieux de l'enquête. Et quelques semaines plus tard, Marilyn Bergeron disparaît. Complètement, sans laisser la moindre explication. Marilyn quitte la maison familiale à Québec. Elle dit qu'elle va prendre une marche. À première vue, rien d'extraordinaire. Mais plusieurs détails vont rapidement devenir importants. Elle ne semble pas emporter beaucoup d'effets personnels. Selon les informations rapportées publiquement, elle porte un long manteau noir avec un col en fausse fourrure grise, des bottes et elle aurait avec elle une carte de crédit. Mais peu ou pas de pièces d'identité. Et déjà là, ce détail intrigue. Parce que lorsqu'une personne décide volontairement de partir refaire sa vie ailleurs, elle emporte généralement plus que ça. Quelques heures plus tard, Marilyn est aperçue à un guichet automatique dans le secteur de Loretteville.
Elle tente de retirer de l'argent, 60 $, mais la transaction est refusée. Sur les images de surveillance, un détail frappe plusieurs observateurs. Marilyn semble regarder derrière elle, à plusieurs reprises, comme si elle vérifiait quelque chose ou quelqu'un. Bien sûr, il faut rester prudent. Une caméra de surveillance ne raconte jamais toute l'histoire. On ne sait pas ce qu'elle voit, on ne sait pas ce qu'elle pense. Mais dans le contexte de cette affaire, ces quelques secondes deviennent troublantes. Parce que Marilyn avait déjà semblé inquiète dans les semaines précédentes. Et ce jour-là, sur ces images, cette inquiétude semble encore présente. Puis, plus tard dans la journée, un autre élément va permettre aux enquêteurs de retracer son parcours. À 16h03, Marilyn achète un café dans le Café Dépôt de Saint-Romuald. Ce détail est extrêmement important, parce que Saint-Romuald se trouve sur la rive sud de Québec, à une distance significative de la maison familiale. Pourquoi se retrouve-t-elle là? Comment s'y est-elle rendue? En autobus, à pied, avec quelqu'un? Ce sont des questions qui, encore aujourd'hui, restent difficiles à éclaircir complètement. L'employé du Café Dépôt dira plus tard qu'il se souvient d'elle. Selon son témoignage, Marilyn semblait déprimée et pressée de quitter les lieux. Encore une fois, ce n'est qu'une impression. Mais dans une affaire de disparition, les impressions deviennent parfois les derniers fragments d'une histoire. Marilyn paye avec sa carte, puis elle quitte le Café Dépôt. Et à partir de ce moment-là, plus rien. Plus aucune trace confirmée, plus aucun achat, plus aucun retrait, plus aucun appel, plus aucun message. Comme si, après 16h03, Marilyn Bergeron s'était simplement effacée du monde. Quand Marilyn ne rentre pas à la maison, l'inquiétude monte rapidement. Sa famille comprend que quelque chose ne va pas. Et très vite, la disparition est signalée aux autorités. Les policiers retracent alors les derniers mouvements connus. Le guichet automatique, le Café Dépôt, la carte utilisée puis le silence. La famille commence aussi ses propres recherches. Des affiches sont imprimées, des appels à témoins sont lancés et la photo de Marilyn circule. On mentionne également certains détails physiques permettant de l'identifier, dont un tatouage distinct. Mais malgré la médiatisation, malgré les recherches, malgré les signalements, Marilyn reste introuvable. Et c'est là que l'affaire devient particulièrement difficile. Parce qu'il n'y a pas de scène de crime claire. Pas de corps, pas de suspect identifié publiquement, pas de preuve évidente d'enlèvement. Et pas non plus la preuve solide qu'elle aurait volontairement refait sa vie ailleurs. Il y a seulement une jeune femme disparue et une famille qui attend. Au fil des années, plusieurs signalements sont étudiés. Certains affirment l'avoir vue au Québec. D'autres parlent possiblement d'apparition en Ontario. L'un des signalements les plus marquants concerne une femme qui aurait frappé la porte d'un couple de nuit à Hawkesbury, en Ontario. Une femme bouleversée, mal habillée pour la météo, qui aurait demandé à utiliser un téléphone. Plus tard, le couple aurait cru reconnaître Marilyn en voyant un reportage. Mais comme souvent dans les affaires de disparition, un signalement n'est pas une preuve. Il peut être sincère, il peut être troublant, mais il peut être aussi une erreur. Et pour la famille de Marilyn, chaque piste représente à la fois un espoir et une nouvelle douleur. Parce qu'à chaque fois on se demande, est-ce que c'était elle ? Est-ce qu'elle était encore vivante? Est-ce qu'elle voulait disparaître? Ou est-ce que quelqu'un l'a empêchée de revenir? Dans l'affaire Marilyn Bergeron, plusieurs hypothèses existent. Et il faut les aborder avec prudence. Parce qu'on parle d'une vraie personne, d'une vraie famille et d'un dossier toujours non résolu. La première théorie, c'est celle d'une disparition volontaire. Marilyn aurait pu décider de partir, de couper les ponts, de recommencer ailleurs. Cette hypothèse existe dans beaucoup de disparitions. Mais ici, elle pose plusieurs problèmes. Pourquoi partir sans document important? Pourquoi ne plus jamais utiliser sa carte? Pourquoi ne jamais contacter sa famille? Pourquoi partir alors qu'elle venait justement de revenir vers ses proches? Cette théorie n'est pas impossible, mais elle laisse énormément de questions ouvertes. La deuxième théorie, c'est celle d'une détresse psychologique. Marilyn semblait anxieuse, elle disait avoir peur. Elle aurait vécu quelque chose de profondément bouleversant à Montréal. Dans cette hypothèse, le danger qu'elle ressentait était réel pour elle, mais pas nécessairement réel dans les faits. C'est une possibilité que certains enquêteurs ont envisagée, mais là encore, elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas pourquoi aucune trace n'a été retrouvée. Elle n'explique pas l'absence totale d'activité après le Café Dépôt. Et surtout, elle n'explique pas ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle affirmait avoir vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir. La troisième théorie, c'est celle d'un crime. Marilyn aurait pu faire une mauvaise rencontre, ou être suivie,
ou être victime de quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Cette hypothèse est celle qui hante le plus sa famille. Parce que si Marilyn avait réellement peur avant de disparaître, alors cette peur avait peut-être une raison. Peut-être qu'elle avait vu quelque chose, peut-être qu'elle savait quelque chose, peut-être qu'elle était au mauvais endroit au mauvais moment, mais encore une fois, aucune preuve publique ne permet de confirmer cette piste. Et c'est justement ce qui rend cette affaire aussi frustrante. Tout semble possible, mais rien n'est certain. Aujourd'hui, plus de 15 ans après sa disparition, Marilyn Bergeron demeure introuvable. Son dossier reste l'un des plus troublants du Québec, parce qu'il contient tous les éléments d'une affaire impossible à oublier. Une jeune femme inquiète, une phrase mystérieuse, un retour soudain chez ses parents, une caméra de guichet, un café acheté à 16h03, puis plus rien, le silence complet. Et au centre de tout ça, une question qui n'a jamais trouvé de réponse. Qu'a réellement vu Marilyn Bergeron? Et est-ce que cette chose, quelle qu'elle soit, a causé sa disparition? Peut-être qu'un jour, quelqu'un parlera. Peut-être qu'un détail oublié refera surface. Peut-être qu'une personne, quelque part, détient encore une information capable de faire avancer l'enquête. Mais jusqu'à ce jour, la disparition de Marilyn Bergeron reste un dossier ouvert, un dossier douloureux, et l'un des mystères les plus marquants du Québec. Et vous, qu'est-ce que vous pensez réellement de cette affaire? Disparition volontaire? Mauvaise rencontre? Ou Marilyn avait-elle vraiment vu quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû voir? Je lirai vos théories dans les commentaires. Je suis Anthony et vous étiez sur Archives Noires. Les dossiers disparaissent, mais les traces restent.